En début février de l'année dernière, une vidéo est venue bénir mon algorithme sur X. Le héros du jour, Ashton Hall, et une morning routine pour anéantir toutes les morning routines. Dans celle-ci, il se réveille un peu avant 3h50 comme tout être humain normalement constitué et chronique minute par minute un aperçu de sa matinée de jeune entrepreneur. Et pour toute personne ayant un peu trop traîné sur internet, si vous aviez un bingo des clichés attendus, vous auriez crié bingo seul dans votre appartement. Les pompes sur le balcon, le workout, de l'eau glacée pour la clarté de l'esprit, un peu de journaling, rien de forcément novateur pour le genre. Il a cependant pour lui le fait d'avoir saupoudré sa vidéo d'assez d'éléments pour générer de la réactance et se faire propulser par les différents algorithmes de nos applications préférées. En effet, c'est pas tous les jours qu'on voit une personne non seulement manger une banane, mais aussi de manière inexplicable frotter la peau sur son visage. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les tactiques utilisées pour gamifier le système et le genre de phénomène que représente Ashton Hall pour les influenceurs, mais personnellement j'aimerais plutôt me concentrer sur un des aspects qui m'a fait un peu tiquer, je vais pas vous mentir. Parce qu'en regardant cette morning routine, une fois que j'ai compris que c'était pas totalement une blague, je me suis dit, est-ce qu'il est pas littéralement en train de me vendre la morning routine d'American Psycho en étant totalement sérieux? I believe in taking care of myself. After I remove the ice pack, I use a deep pore cleanser lotion. Then I apply an herb mint facial mask, which I leave on for 10 minutes while I prepare the rest of my routine. There is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me. Pour quelqu'un comme moi qui a grandi dans les années 2000, c'est limite étrange qu'une routine comme celle-ci soit érigée comme le pic de la masculinité aujourd'hui. Quelques années en arrière, on aurait parlé de lui comme un métrosexuel. Est-ce qu'une évolution a eu lieu récemment? Est-ce qu'on a actualisé le logiciel de la masculinité sans me prévenir? Oui, American Psycho, le livre satirique de Bret Easton Ellis sorti en 1991 et adapté à l'écran en comédie noire par Mary Harron et Guinevere Turner en 2000, a l'air aujourd'hui essentiel dans l'esthétique et peut-être même la pensée masculiniste. Est-ce que c'est nouveau ou est-ce qu'on est juste dans une boucle temporelle qui rejoue les années 80? Comment un livre et un personnage écrit par un homme gay, adapté en scénario par une autrice queer et réalisé par une féministe est devenu le gospel, même pas des pires virilistes d'internet, mais tout simplement celui des hommes? C'est ce qu'on va essayer de comprendre tout en essayant de ne pas tous perdre collectivement notre cerveau. American Psycho a été écrit comme une satire d'un certain type de masculinité de la fin des années 80. Bret Easton Ellis est né dans une famille bourgeoise de Los Angeles et devient à seulement 21 ans une star littéraire à la sortie de son premier livre, Less Than Zero. Il est associé à d'autres écrivains cool de l'époque dans ce qu'on appelle la Brat Pack et se retrouve à facilement évoluer très jeune dans les sphères les plus fortunées grâce à son succès. Étant donné son milieu social et celui qui l'observe, ses protagonistes sont des bourgeois rendus oisifs par leur opulence, et le style qu'il adopte reflète leurs conditions. C'est le cas dans Less Than Zero et The Rules of Attraction, son second livre. Au moment de l'écriture d'American Psycho, il n'en est donc pas à son coup d'essai pour parler de sa classe. Il voit d'abord ce livre comme une continuation de ses autres œuvres, tout en ayant cette fois comme point focal des traders à New York. Et il a une histoire qu'il aime bien raconter en interview sur un dîner avec des gars de Wall Street qui a complètement changé la trajectoire du livre. I started to do research and hanging out with these guys in Manhattan. I had a couple friends who had older brothers who worked on Wall Street, and I started hanging out with them in 1986 and 87, going out to dinners with them. They never wanted to meet in their offices. We never met at any of the buildings they worked in. We would meet at hot spots, like a cool bar or a restaurant. And I would kind of ask them about their jobs and what they did because I was new to this. I mean, I really didn't know how these young men who were 26, 27, just out of business school were making fortunes in the late 80s. What was going on? What I learned by hanging out with them is that they were much more interested in their clothing and who was dating the hottest girl. All this status symbol about stereos and the best gym to work out in and who had the best abs and where was the best tanning salon? I mean, all of this stuff. And it was like, whoa, these guys. And then one night while I was having dinner with 6 of them, out of the blue, out of nowhere, I'm looking at them. They're talking and they're talking. And I think, Patrick Bateman's a serial killer. He's a serial killer. Or he thinks he's a serial killer. Boom.
the novel instantly became something different. Le style qu'il a développé dans ses précédents livres est terriblement efficace lorsqu'il accompagne le point de vue d'un serial killer. Quoi de mieux, en effet, que le ton le plus désintéressé du monde pour narrer des actes de barbarie inqualifiables. Le trader carnassier peut être interprété comme une dégénérescence du modèle masculin dominant à l'époque d'Ellis. Il n'est finalement que l'expression littérale de l'Amérique vue par Ronald Reagan, conservatrice, avaricieuse et fondamentalement hostile aux classes populaires. And in the end, this may be the eventual blessing in disguise. Dès lors, on doit se poser deux questions. Comment ce modèle a été façonné et pourquoi c'est toujours le même aujourd'hui ? En effet, cette figure masculine que critique Bret Easton Ellis à l'époque, elle n'émerge pas de nulle part. Elle est une évolution progressive façonnée par la société moderne. Du stoïque patriarche au nouveau bachelor playboy, du méga trader aux influenceurs alpha obsédés par l'optimisation de soi, des différences sont notables, mais force est de constater qu'ils restent tous taillés du même bois. Derrière chaque itération se cache en fait la même anxiété. Comment être un homme dans une société où les marqueurs habituels de la masculinité, à savoir la réussite économique, sociale ou physique même, semblent de plus en plus inatteignables. Pendant la première moitié du XXe siècle, la masculinité se définit autour du stoïcisme, un homme dur, sans émotion apparente et catégorisé dans un rôle traditionnel de genre masculin. C'est le soutien de la famille, le rock inébranlable et les médias se font écho à ces valeurs. La figure la plus représentative, c'est John Wayne, qui est facilement un des premiers modèles de genre masculin dans la société moderne américaine. Et une énorme merde. Ça va souvent ensemble. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce rôle subit une évolution. Si la figure de John Wayne, ce sont vraiment les mains dans le cambouis et le travail dur dans le ranch, le boom économique post-guerre, les 30 glorieuses chez nous, va associer la masculinité à la réussite et stabilité économique. Pensez Mad Men pour l'archétype masculin qui est épousé et surtout vendu à la société. La valeur d'un homme ne se mesure plus par rapport à la famille traditionnelle, mais par sa capacité à consommer. L'homme autonome, bourgeois, libéré du modèle familial, trouve alors une figure en la personne de Hugh Hefner, le fondateur du magazine Playboy en 1953. Lui-même désillusionné du modèle conservateur, trouver un travail, se marier, avoir des enfants, il a bien identifié la culture toxique des années 50 et la pression associée à ce rôle de seul et unique gagne-pain pour l'homme. It was such a conservative decade. There's a tremendous amount of pressure to get women back in the home. Le problème, c'est que c'est absolument pas le dernier à blâmer les femmes pour ces pressions que la société place sur les hommes. Je cite, « Le premier numéro de Playboy contenait un article mettant en garde contre le danger des gold-diggeuses. Dès le début, Playboy aimait les femmes, du moins les jeunes femmes à forte poitrine et aux longues jambes, et détestait les épouses. » La libération proposée par Hefner repose elle-même sur une logique patriarcale. L'indépendance masculine comme spectacle consumériste où les femmes ne sont pas des partenaires mais des accessoires qui viennent à vous par votre seule réussite économique. Cette équivalence homme au top de la chaîne alimentaire égale homme en réussite économique, c'est le premier bloc de la masculinité moderne qui s'est formé sous nos yeux. Les 70s viennent apporter une nouvelle pierre à l'édifice. Les crises économiques et politiques successives effritent la promesse d'ascension sociale et c'est toute la population qui se retrouve en quête de sens. Laissez le capitalisme se dérégler une fois et une grande frange de la population américaine se met à rejoindre des sectes et à engendrer le mouvement self-help que l'on connaît encore aujourd'hui. C'est pas le système qui a créé les crises, c'est moi qui dois me rendre imperméable aux effets de celles-ci. Des livres pourtant datés de 3 décennies en arrière comme How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie et surtout le radioactif Think and Grow Rich de Napoleon Hill sont remis au goût du jour et sont aujourd'hui parmi les livres les plus vendus de tous les temps. Au cœur de cette pensée, c'est la croyance que vous pouvez manifester ce que vous souhaitez si vous le voulez et travailler assez pour ça, sans jamais prendre en compte bien sûr les conditions matérielles d'existence des individus. Est-ce que c'est organiquement que la population est arrivée à ces conclusions face au système ou est-ce que tous les auteurs de self-help sont des agents de la CIA ? Vous avez 2 heures. Cette pensée magique reste encore ancrée dans nos sociétés libérales aujourd'hui, mais l'accomplissement masculin par la fusion de la richesse et du self-improvement, ça prend ses racines dans les années 70. Et c'est ainsi qu'on a créé le second bloc de la masculinité moderne. Les années 80 qui suivent et leur boom économique vont consacrer la vision de la masculinité que l'on a décrite précédemment. L'homme ultime est puissant économiquement et socialement tout en prenant soin de lui. Il n'y a pas de meilleur exemple de cet archétype que Gordon Gekko dans Wall Street. Point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good.
Greed is right. Greed works. Et cet archétype, il a un nom bien précis. Le Youpi pour Young Urban Professional, les jeunes cadres et entrepreneurs de haut niveau, souvent avec un travail dans la finance et vivant dans les grandes métropoles. C'est la génération suivant directement celle des hippies et ils vont en garder les principes de dev perso autour de l'identité individuelle tout en l'associant pleinement à la notion de lifestyle et d'opulence. American Psycho est écrit à cette époque et vise directement ce modèle. Le livre a lieu en 1989 et Bateman, par bien des aspects, adhère et se conforme à ce carcan. Patrick de son prénom est un banquier d'affaires de 26 ans, fortuné, voire fortuné de manière générationnelle. American Psycho n'a pas une structure narrative classique et nous raconte plutôt la monotonie de l'existence de Bateman, toute excitante soit-elle à première vue. Les restaurants chics, les bars cool, les nightclubs, les séances de sport, les coups d'un soir, encore et encore et encore. Tout son entourage semble se satisfaire et se complaire dans cette existence, mais Bateman, dans ce qui est finalement l'arc narratif visible du roman, est en train de perdre la raison. Les seuls moments qui viennent briser cette vie monotone sont les déchaînements de violence que notre personnage principal va infliger aux plus vulnérables autour de lui. Une violence qui va crescendo au bord du ridicule à mesure que les meurtres s'enchaînent. Son sens de la réalité est perturbé à de multiples reprises, à tel point qu'en tant que lecteur, on en vient à se questionner si les tueries ont réellement eu lieu. Il y a parfois une incompréhension selon moi, peut-être plus à cause du film que du livre, que tout ce qu'on a vu à l'écran ne serait pas réel, qu'on serait finalement dans le cerveau d'un fou, d'un col blanc qui rêve d'incarner une violence encore plus explicite que celle qu'il incarne symboliquement au quotidien. Mais je trouve qu'interpréter les faits de manière littérale est bien plus intéressant et constitue une satire sociale beaucoup plus efficace. Le propos, en fait, c'est que même si on n'a pas le fin mot de l'histoire si les tueries de Bateman ont réellement eu lieu ou non, eh bien, ça ne change rien. Personne n'en a strictement rien à faire dans son cercle personnel et professionnel. Personne ne voit que c'est un tueur en série en train de dérailler parce qu'il coche toutes les bonnes cases pour se fondre dans le décor des youpies. Je pourrais me réfugier derrière l'explication simple que c'est une satire tellement précise que normal qu'une partie des hommes ait tiré toutes les mauvaises conclusions de l'œuvre. Mais il y a quand même quelque chose qui devrait nous questionner là. American Psycho, c'est 1991, et force est de constater que dans l'idéal masculiniste, la figure a pas vraiment bougé alors qu'on est 35 ans plus tard. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui nous a menés à envier les années 80 pour toujours. Oh. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui nous a menés à envier les années 80 pour toujours. Lehman Brothers ne sera pas sauvé. The stock market is now down 21%. We're in the midst of a serious financial crisis. Ouais, alors je sais pas si j'ai cette impression parce que c'est la pire de ma génération, mais la crise des subprimes, c'est peut-être le crash qui a figé la masculinité pour toujours. On ne fait honnêtement que rejouer la masculinité créée dans les années 80 à partir de ce moment-là. Avec juste de la misogynie explicite en plus, parce que pourquoi pas après tout ? Quand on a une identité virile et masculine qui est encore très orientée autour de l'homme-providence et gagne-pain de la famille, autant dire que le crash boursier douche définitivement ses aspirations. Et quand les hommes sont en perte de sens, ils se tournent vers du dev perso, oui. Vous avez bien suivi jusque-là. Est-ce que tu sais pourquoi ma confiance en moi est à des années-lumière de la tienne ? Si tu ne veux pas finir comme tout le monde, fauché, stressé et coincé dans un cycle sans fin, tu dois te concentrer sur une seule chose. Naître pauvre, mourir pauvre, c'est nul. Naître riche, mourir riche, c'est nul. Naître pauvre et mourir riche, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. La lente agonie du modèle de masculinité des années 2010 jusqu'à aujourd'hui peut alors totalement s'expliquer à la lumière de ce qu'on a décrit précédemment. C'est un modèle qui se greffe tout le temps à la figure capable d'encore surnager économiquement et qui demande un repli sur soi-même de plus en plus intense au fur et à mesure que les crises continuent. La précarisation du monde du travail fait évoluer la figure ultime du trader dans la finance en celle de l'auto-entrepreneur hustler. Et donc, vous remarquerez que c'est un modèle qui se met à jour en suivant la nouvelle petite bulle économique qui fait miroiter à ses adhérents une indépendance financière censée les placer en dominants. Quand je suivais mes études, les influenceurs masculins étaient sur le dropshipping, puis c'est passé aux crypto-monnaies, désormais ils sont à fond sur les LLM, et maintenant qu'on peut parier sur des conflits internationaux,
je pense pas être prêt pour le contenu que proposera 2026. Ce phénomène des hommes qui vont de combine en combine pour s'enrichir rapidement, ok, c'est une conséquence du capitalisme tardif qui nous affecte tous, mais c'est aussi vraiment par aspiration pour ce modèle de masculinité dominant. C'est pas pour rien que la ligne elle est très fine entre contenu entrepreneuriat hustler et contenu masculiniste red pill. D'ailleurs, s'il y a bien une innovation qu'on peut accorder aux 15 dernières années, c'est la création de contenu directement adressable à un public masculin qui prône ouvertement ce modèle. Par essence, l'aspiration de ces influenceurs, c'est l'indépendance économique. Finalement, ce sont des petits patrons. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner. Et leur contenu va consciemment ou non être l'expression de ça, mais ils ne créent pas à partir de rien, ils sont eux-mêmes baignés dans une certaine culture. Waouh, je me demande quelle proposition esthétique est déjà prête à être utilisée et repackagée. Patrick Bateman représente une masculinité hyper contrôlée, obsédée par l'apparence, la performance et la domination sur les plus vulnérables, mais aussi sur ses autres collègues masculins. Parce que la masculinité, c'est avant tout quelque chose qui est performé en face des autres hommes. Alors le contenu mascu va omettre les moments où Bateman est proche de la crise de nerfs pour une carte de visite, mais l'esthétique léchée du film de Mary Harron est le point d'appui parfait pour performer la masculinité. Pour en revenir à mon protagoniste préféré, lui aussi joue un rôle, celui de l'entrepreneur ultra productif, presque surhumain. C'est un serpent qui se mord la queue perpétuellement. Modèle de masculinité dominante autour de la stabilité financière et du développement de soi, crise économique, crise de la masculinité, renforcement des codes de la masculinité autour de la masculinité dominante. Encore et encore et encore. La focalisation autour du personnage de Bateman peut s'expliquer largement autour de ça. Faites des édits du film de plus en plus courts, dénués de leur contexte initial, et vous avez l'esthétique parfaite pour le modèle de masculinité recherché. Bret Easton Ellis et Mary Harron l'ont créé à partir de leur époque, et les influenceurs masculinistes la copient parce que notre société essaye désespérément de revenir à ce modèle de prospérité fantasmé. Il y a une réelle résurgence de ce type de contenu dans les sphères conservatrices et je pense pas vous faire découvrir qu'on a l'équivalent féminin avec les tradwives. Globalement, tout ce type de contenu qui fantasme la prospérité économique de la old money aux années 50 en passant par les années Reagan et donc leur popularité, c'est une réponse au fait qu'on a de faibles perspectives économiques dans notre génération. Lors de la victoire de Donald Trump aux États-Unis en 2024, le New York Post a sorti une couverture très discutée nommée The Cruel Kids Table. Je vous laisse avec les images, mais autant dire que les jeunes conservateurs sont fans de cosplay des années Reagan. Et il y a beaucoup de parallèles à faire entre notre époque et celle-ci. Le projet politique de Donald Trump est une version plus brutale, mais elle reste dans la continuité de celle menée par Ronald Reagan. Son slogan « Make America Great Again » lui est littéralement emprunté. And make America great again. Make America great again. Si l'Amérique réganienne s'est construite en partie en opposition à la contre-culture hippie, celle d'aujourd'hui se construit en opposition contre tout ce qui est considéré comme woke. Donald Trump lui-même est finalement une figure très représentative des années 80 et de tout ce qu'on peut associer à la figure masculine. Prestige, richesse, businessman accompli, un proto-Patrick Bateman en puissance. La quasi-absence de cette icône des 80s est peut-être une des seules erreurs du film parce que dans le livre, Bateman ne fait que parler de Trump. C'est une obsession chez lui. Donc le contenu masculiniste d'aujourd'hui se réapproprie les figures des années 80 parce qu'elles représentent cet idéal de puissance économique qui semble bien lointain de nos jours. L'émergence d'une figure comme Donald Trump, si on vulgarise, on peut aussi l'analyser avec cette grille de lecture. Une figure providentielle venue des années 80 qui coche toutes les cases de la masculinité dominante et nourrit toutes les aspirations nostalgiques de ses fidèles. Et puis bon, qui dit aspiration nostalgique dit retour au conservatisme assumé, c'est pas la pipeline la moins évidente du monde. Donald Trump, Gordon Gekko, Patrick Bateman, la société dans laquelle on vit et les exemples de masculinité poussent naturellement les jeunes hommes vers des figures comme eux. L'idée derrière cette vidéo, c'était finalement de pointer que les influenceurs masculins ne font que réinventer la roue perpétuellement faute de nouveaux modèles de société. Après toutes ces recherches, pour moi, c'est assez évident et même navrant d'une certaine manière et j'espère que vous serez plus armés face à leur contenu à partir de maintenant. Je pense qu'on mérite tous collectivement de ne plus être coincés dans American Psycho et reconnaître les tactiques de l'ennemi, c'est déjà une première partie du processus. En attendant, merci beaucoup pour votre visionnage, continuez toujours à regarder des films et on se retrouve une prochaine fois. À plus!